Il était considéré comme le soldat le plus faible, mais après avoir failli mourir lors d'une attaque monstrueuse, il avale un parasite extraterrestre qui lui confère le pouvoir de se transformer en le plus puissant des monstres. L'histoire débute dans un monde envahi par de terrifiantes créatures, les kaiju. Pendant que l'équipe de surveillance est bien occupée par ses tâches, un tout nouveau kaiju, vraiment hideux, alors que les alarmes soudainement plongeant la ville entière dans un chaos total vers l'abri le plus proche, l'équipe d'enquête envoie rapidement un message à la base. La dernière cible se dirige de Yadubasho vers la ville de Yamashina et semble mesurer environ 60 mètres de long avec un niveau de résistance de 3,6. Alors que le kaiju reptilien déferle sur la ville, la force de défense se prépare au combat et cette fois, c'est la 3e division qui est appelée à l'action. Mina Ishiro, la commandante de cette 3e division, mène la charge, plonge directement d'un hélicoptère et engage la bête, tel un lézard géant dans un combat acharné. Son équipe la suit de très près pour la soutenir et sans perdre une seule seconde, elle tire un coup qui abat la créature d'un seul coup net. Les fluides corporels du kaiju explosent littéralement à l'impact et éclaboussent partout, transformant ainsi toute la zone en un désordre absolument dégoûtant. Une fois que la force de défense a achevé le monstre, il est temps pour quelqu'un de s'occuper des conséquences. C'est alors que notre protagoniste d'âge moyen, Kafka Ibino, apparaît mangeant un burger tout en observant à travers un télescope le bidonville sale que lui et son équipe s'apprêtent à récurer de fond en comble. D'un côté, il y a les héros célébrés couverts d'acclamation et d'admiration, tandis que de l'autre, il y a ces travailleurs du nettoyage qui ne reçoivent même pas le moindre signe de respect. Pourtant, Kafka voit cela comme sa propre sorte de bataille contre les kaiju et en tire une étrange mais certaine fierté. Il envoie un échantillon de la créature à l'unité technique avant de retourner à son travail, certes dégoûtant mais absolument nécessaire. Là, l'un des gars se montre un peu trop négligent et un morceau du monstre explose, causant une blessure superficielle à une jeune recrue. Le chef de l'équipe de nettoyage se tourne alors vers Kafka et lui ordonne de passer à la section des intestins car il manque cruellement de personnel là-bas. Kafka trouve clairement l'idée dégoûtante et grommelle, mais dès qu'il met les pieds dedans, il est évident que le gars est un pro total quand il s'agit de gérer un travail aussi écœurant. Plus tard ce jour-là, alors que Kafka rentre enfin chez lui, il s'effondre directement sur son lit sans y penser à deux fois. La sale corvée à laquelle il était coincé le laisse nauséeux et en essayant de se distraire, il allume la télévision où Mina est louée comme une véritable héroïne nationale par tous les médias. La voir le ramène à une époque où il se tenait à ses côtés, faisant de grandes promesses qu'ils élimineraient tous les kaijus ensemble à absolument tous. Allumant une cigarette, il reste assis, s'imprégnant de l'amertume de ses rêves qui ne se sont jamais vraiment réalisés. Finalement, il éteint la télévision et pousse un cri de frustration. Mais après une seconde, il se ressaisit et essaie de se convaincre que même nettoyer le désordre est, après tout, un travail important. Le lendemain, Kafka monte sur son scooter et part au travail avec la tête qui lui martèle comme une folle, une vraie migraine. Une fois arrivé, il retrouve ses collègues et est présenté à une toute nouvelle recrue nommée Reno Ichikawa. Le gars nommé Takeda mentionne alors à Reno que Kafka avait autrefois le même rêve de rejoindre la force de défense mais qu'il a fini par y renoncer. Reno regarde Kafka d'un air désinvolte et lui demande d'un ton très sérieux pourquoi il a jeté l'éponge. Kafka partage alors à quel point il s'est poussé pour cet objectif jusqu'à ce que la dure vérité le frappe. Ses capacités avèrent des limites et il dit que Reno comprendra probablement cela aussi quand il sera plus âgé, c'est certain. Mais Reno n'en veut absolument pas, refusant d'accepter ce qu'il appelle une excuse bidon et déclare fermement qu'il ne reculera jamais comme ça, jamais. Il s'éloigne pour se changer tandis que Kafka reste là, clairement agacé par l'attitude du gamin. Plus tard, alors que les tâches sont annoncées, Kafka ressent une brève étincelle d'excitation en apprenant que le nouveau est chargé du nettoyage horrible des intestins, mais cette excitation s'estompe rapidement dès qu'il découvre qu'il est à nouveau coincé avec ce même travail dégoûtant, encore et toujours. Quand ils ont enfin une pause dans ce travail éreintant, Kafka s'affale à côté de Reno pour manger, mais le pauvre nouveau a l'air complètement dégoûté et nauséeux. Quand Kafka lui demande ce qui ne va pas, Reno admet qu'il n'a pas beaucoup d'appétit, vraiment pas. Sans hésiter une seule seconde, Kafka lui lance une bouteille de multivitamines, disant que c'est exactement ce dont Reno a besoin s'il veut survivre à la journée de travail. Puis Kafka sort des bouchons de nez et poursuit Reno, essayant de les lui enfoncer de force tout en causant une grande agitation. Ils continuent de travailler jusqu'au crépuscule et quand leur quart de travail se termine enfin, Reno s'approche de Kafka. Fidèle à son optimisme habituel, Kafka prend une pause de boxeur et lui demande si Reno est là pour se venger, par hasard. Au lieu de cela, Reno le remercie et mentionne que la limite d'âge pour le recrutement dans la force de défense a été portée à 33 ans, ce qui signifie qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un comme Kafka qui a 32 ans. Reno souligne qu'il a vu la tristesse de Kafka quand il a parlé d'abandonner son rêve. Juste au moment où Reno se tourne pour partir, Kafka sourit et le remercie, le qualifiant de gentil gars. Soudain, un kaiju renégat apparaît et ouvre sa gueule massive, visant à avaler Reno entier en une seule et unique gorgée. À la toute dernière seconde, Kafka se jette, sauvant le garçon mais s'écrasant durement dans le processus. Il convainc Reno de courir pendant qu'il distrait le monstre, agissant comme un leurre. Le monstre le poursuit à travers une rue étroite alors qu'il sprinte, brisant finalement une fenêtre en verre et sautant d'un bâtiment avec agilité. À ce moment-là, Kafka se souvient du temps passé avec Mina, quand ils ont tous deux absolument tout perdu à cause du Dan Kaiju. Il essaie de se remonter le moral en plaisantant qu'il ne se souciait vraiment que de finir de vieux jeux Nintendo Pokémon, c'est tout.
Assis ensemble sur une falaise surplombant leurs maisons en ruine, ils crient à l'unisson qu'ils veulent coup devenir officiers de la force de défense et en font une rivalité amicale pour voir qui deviendra le plus cool de tous les officiers. De retour au présent, Kafka pleure ses échecs pendant que le monstre continue de se rapprocher de lui. Il plante une tige et tient bon, visant à frapper les jambes du kaiju dans une tentative de le décapiter, mais la bête le jette de côté avec une force brutale, le laissant gémir de douleur complètement à terre. Il lutte pour se remettre sur ses pieds, seulement pour que le monstre ouvre à nouveau sa gueule massive, le dévorant presque entier. Juste à ce moment-là, Reno sauve la situation en attaquant la créature avec une arme qu'il avait apportée avec lui. Kafka lui crie dessus, lui demandant pourquoi il est apparu, et Reno répond qu'il a déjà prévenu la force de défense et insiste sur le fait qu'il ne pourrait jamais devenir un véritable officier s'il laissait un ami mourir, c'est impensable. Ces mots font écho au vieux rêve de Kafka, lui donnant la force de se relever. Juste au moment où le monstre se prépare à achever Reno, Kafka rassemble tout son courage et crie, comme s'il était sur le point de se transformer en super-héros ou quelque chose du genre. Mais avant qu'il ne puisse finir, un tigre bondit soudainement et vainc le kaiju Emir II. Mina apparaît derrière le tigre, ordonnant à tout le monde de s'occuper des blessés. Après avoir été secourus, Kafka et Reno sont emmenés à l'hôpital où ils sont allongés côte à côte, parlant comme de vieux amis, tout naturellement. Reno dit à Kafka que sans lui, il serait déjà mort, louant à quel point il est cool et insistant sur le fait qu'il devrait devenir un officier de la défense. Kafka se frappe la tête, se réprimandant d'avoir ignoré son rêve tout ce temps et décide finalement de lui donner une autre chance, une vraie. Mais juste au moment où l'espoir commence à monter, un kaiju volant ressemblant à un insecte apparaît devant lui. Kafka crie alors que le monstre annonce qu'il a trouvé sa cible, et avant qu'il ne puisse réagir, la créature entre dans la bouche de Kafka. Il ressent une douleur intense, et quand Reno le vérifie, ce qu'il trouve n'est pas Kafka, mais un kaiju humanoïde d'apparence plutôt cool. Tous deux sont choqués par ce que Kafka est devenu, pourtant Kafka essaie de rassurer Reno qu'il est toujours Kafka et non un kaiju, c'est certain. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui est en train de se passer, un vieil homme arrive, secouant tout le monde de la tête aux pieds, et appelle rapidement la force de défense pour signaler l'apparition d'un kaiju à l'intérieur de l'hôpital, même si c'est la dernière chose qu'il fait avant de mourir. L'histoire fait un flashback à une époque où Mina et Kafka sont assis côte à côte dans la bibliothèque, riant sur des livres, avant que tout ne tourne mal. Kafka demande nerveusement à Mina de ne pas dire à sa mère qu'il lit des mangas, disant que si elle le découvre, tout le quartier le saura en quelques minutes à peine. Mina sourit et le remercie d'être toujours là pour elle. De retour au présent, le peloton de Mina est chargé d'abattre le petit kaiju repéré à l'hôpital, alors elle ordonne à tout le monde de s'équiper et de se déplacer rapidement pour éviter les pertes, coûte que coûte. La sirène retentit à travers Yokohama, avertissant les habitants de la menace. Un passant entend l'alarme étouffée et grommelle que le gouvernement n'a toujours pas réparé le système sonore. De retour à l'hôpital, Reno et le vieil homme sont en mode panique totale, complètement affolés. Reno exhorte Kafka à faire un sourire et à convaincre le vieil homme que tout est une erreur ou peut-être juste un costume d'Halloween. Kafka s'exécute rapidement, mais le sourire effrayant qu'il fait est si terrifiant que le vieil homme s'évanouit sur le champ de peur. Kafka se précipite pour le vérifier et au moment où sa main touche le mur, tout le mur ainsi que le plafond se fissure. Effrayant encore plus Kafka et Reno, Kafka commence alors à s'inquiéter d'être vraiment devenu quelque chose de dangereux, de très dangereux. Juste à ce moment-là, des patients dans le hall l'aperçoivent. Kafka panique et pense à sauter par la fenêtre pour éviter de causer plus de problèmes. Mais au moment où il touche la fenêtre avec sa main de kaiju, elle s'effondre complètement en miettes. Reno s'élance dehors et Kafka essaie de le suivre, mais le petit saut de Kafka l'envoie voler haut dans les airs. La force de défense reçoit l'alerte que le kaiju s'est échappé de l'hôpital de Yokohama et se dirige maintenant vers une zone déjà évacuée, c'est une certitude. Alors que Reno court à ses côtés, il a du mal à assimiler le fait que son aîné s'est en quelque sorte transformé en kaiju. Quand il jette un coup d'œil en arrière pour demander si c'est vraiment toujours le même Kafka, il voit que les choses lui ont pris une tournure encore plus étrange, car Kafka a maintenant l'air encore plus terrifiant, avec des tentacules et d'autres extensions bizarres qui sortent de son corps, c'est effrayant. Reno demande si c'est une sorte de mode d'explosion spéciale, mais il est clair que Kafka lui-même n'a aucune idée de ce qui se passe. Juste à ce moment-là, une projection ressemblant à un verre jaillit soudainement de sa bouche et avale un oiseau vivant, ce qui les laisse tous deux absolument horrifiés, sans voix. Kafka parvient en quelque sorte à reprendre sa forme humanoïde, mais au moment où il se calme, il se tourne vers Reno et dit qu'ils ont un sérieux problème. Déjà submergé par tout ce qui se passe, Reno demande ce qu'il faut faire maintenant, seulement pour que Kafka explique qu'il a vraiment besoin d'uriner et qu'il ne peut plus se retenir du tout. Reno le vérifie et réalise rapidement que l'équipement habituel pour uriner est introuvable. Et juste comme ça, Kafka perd le contrôle et finit par libérer le liquide d'un endroit où absolument aucun être humain normal ne devrait uriner, c'est une horreur. Kafka tombe au sol, misérable, essayant de se remettre des dommages émotionnels, tandis que Reno fait de son mieux pour le faire bouger à nouveau. Notre gars est là, écrasé par la pensée que son rêve est maintenant officiellement terminé, puisqu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse jamais rejoindre la force de défense dans cet état. C'est alors que Reno remarque une zone restreinte à proximité et commence à pousser la barrière de côté, pensant que ce pourrait être l'endroit parfait pour qu'ils se cachent tous les deux. Les oreilles de Kafka sonnent soudainement alors qu'il se tient la tête, affirmant qu'il peut sentir quelque chose bouger sous terre, c'est étrange. Et à ce moment-là, il réalise qu'il est en train de sentir un kaiju.
Au même moment, l'équipe de surveillance alerte la 3e division de la force de défense, le même groupe qui chasse Kafka, et ils se dispersent rapidement en position. Kafka dit à Reno que ce kaiju ressemble à celui qui les a attaqués auparavant, et les deux se précipitent vers la zone restreinte. Pendant ce temps, une petite fille et sa mère sont attaquées par un autre kaiju, et la mère finit piégée sous les décombres alors que la créature s'élance, gueule grande ouverte, prête à frapper. Juste avant qu'il ne frappe, Kafka arrive en force et repousse le monstre d'un coup de poing solide, puis commence à faire des grimaces pour calmer l'enfant, bien que tout ce qu'ils parviennent à faire est de la terrifier encore plus. Reno apparaît et ensemble, ils mettent la mère en sécurité, loin du danger. Juste à ce moment-là, le mauvais kaiju se relève seulement pour être anéanti lorsque Kafka le frappe avec assez de force pour l'envoyer voler et exploser en l'air, faisant tomber ses fluides corporels comme des gouttes de pluie partout. Kafka s'agenouille à côté de la fille effrayée et dit doucement qu'il partira bientôt et que la force de défense s'occupera du reste, mais juste au moment où il se tourne pour partir, elle le remercie, déclenchant un souvenir de Mina dans son esprit, un souvenir précis. Reno le prévient de courir avant que l'unité d'élimination n'arrive, mais Kafka reste enraciné, regardant droit devant lui, avant de déclarer qu'il en a fini d'abandonner pour de bon. Et en le disant, sa tête de kaiju se désintègre, révélant son visage humain en dessous. Quand Mina arrive sur les lieux, elle se sent confuse par tout ce qui vient de se passer et s'approche de la petite fille pour essayer d'obtenir des informations d'elle. La fille hésite d'abord, mais quand Mina promet qu'elle éliminera tous les kaijus, la fille lui demande de promettre de ne pas blesser le bon kaiju qui a sauvé sa mère, c'est important. Cette demande inattendue laisse Mina stupéfaite et le soi-disant kaiju disparu reçoit le nom de code kaiju numéro 8 avec un visage super laid choisi pour le représenter. 3 mois passent et Kafka devient le tout premier kaiju à s'être jamais échappé de la force de défense, faisant que chaque officier est en alerte constante à sa recherche. Le superviseur de l'installation de nettoyage des dégâts de kaiju remet 2 lettres à Reno disant qu'elle venait de la force de défense et lui demandant de donner la lettre de Kafka à Kafka également. Reno vérifie ses propres résultats et découvre qu'il a réussi le premier examen, c'est une bonne nouvelle. Il prend ensuite l'autre lettre pour Kafka et en chemin l'ouvre souriant quand il voit Kafka réussir avant de courir partager la nouvelle avec son aîné. Juste au moment où Reno arrive et livre la bonne nouvelle, il se met soudainement en colère et attaque Kafka quand il le voit sous sa forme de kaiju, c'est incroyable. Apparemment, Kafka n'a toujours pas entièrement maîtrisé le changement de forme et réalise rapidement son erreur et essaie de remodeler son visage, mais oublie de cacher les crocs. Reno explose dans ses oreilles, lui disant d'être plus prudent puisque sa forme de kaiju est célèbre dans tous les médias, c'est un fait. Alors que l'histoire remonte le temps, elle révèle qu'après l'incident, ils se sont précipités à l'hôpital et ont inventé une histoire de fuite quand le kaiju est apparu. Reno espérait qu'ils avaient trompé la force de défense. Mais la forme de kaiju de Kafka s'était répandue dans les médias comme une traînée de poudre, tout cela grâce au vieil homme, bien sûr. Reno remet ensuite une lettre à Kafka et découvre que c'est toujours au 2e tour que Kafka échoue. Reno lui demande s'il est prêt à passer l'examen avec son corps actuel, l'avertissant que s'il se trompe, il pourrait être tué sur le champ sans pitié. Kafka se tient avec détermination et dit qu'il ne peut pas laisser les 3 derniers mois de travail acharné être gaspillés et considérant qu'il a déjà 32 ans, cela pourrait être sa toute dernière chance de poursuivre son rêve. Reno lui dit que même si Kafka échoue, il n'abandonnera pas et ils se prendront l'un l'autre comme rivaux, c'est promis. Kafka sort une bouteille d'eau mais a du mal à l'ouvrir, alors il essaie plus fort et se transforme accidentellement en kaiju. Reno le réprimande, lui disant de sauter l'examen, mais Kafka tombe à genoux, arguant qu'il s'en sortira jusqu'à l'heure de l'examen, c'est sûr. 10 jours passent en un clin d'œil et c'est enfin l'heure de l'examen. Ils garent leur camion dans un immense parking, mais juste avant qu'ils ne puissent entrer, une petite nana aux cheveux jaunes apparaît, traitant Kafka de vieil homme sans gêne. Kafka entre dans une rage folle, arguant qu'un homme de 32 ans comme lui ne peut absolument pas être un vieil homme. Elle va droit au but et lui demande de déplacer son camion nettoyeur de monstres parce qu'elle veut y garer sa voiture, c'est tout. Quand Kafka refuse, disant qu'il y a plein d'autres places vides, la fille dit que 5 est son chiffre porte-bonheur. Quand Kafka refuse toujours, elle utilise la force de sa combinaison coûteuse pour soulever son camion et le jeter de côté sans effort. Reno demande qui elle est et la fille se cambre, disant qu'elle est Keikoru Shinomiya et que son passe-temps est de tuer des kaijus. Keikoru s'approche ensuite de notre gars et lui dit qu'il sent le kaiju. Après avoir entendu cela, notre gars est plutôt énervé. Mais Reno intervient et dit qu'ils ont géré les déchets de kaiju, ce qui la rend encore plus curieuse de savoir pourquoi ils sont là, en fait. Son attention se déplace instantanément quand Kafka soulève son camion avec désinvolture et elle suppose qu'il doit avoir une combinaison aussi. Il se retourne et se présente comme son papa, lui disant de retenir le nom. Son air suffisant disparaît au moment où son majordome ninja se gare à la place et elle reconnaît alors Kafka et le met au défi de l'impressionner lors du test, c'est clair. Pendant qu'elle s'éloigne avec ses hommes en noir, il est surexcité. Mais Reno demande pourquoi il a décidé d'utiliser son pouvoir en public, bien que Kafka se vante de bien cacher ses griffes. Après cela, il marche vers le lieu, et notre gars promet de ne pas gâcher cette dernière chance de rejoindre Mina, mais l'excitation retombe vite quand il halète comme un chien asthmatique, même s'il s'entraîne tous les jours, c'est fou.
La première partie du test vérifie la forme physique, suivie du test d'aptitude, que Reno dit dépendre entièrement de la génétique, donc sa meilleure chance est un gros score dans la partie physique. Kafka comprend vite que tout cet entraînement ne signifie rien, car il bouge maintenant comme un trentenaire gros et rouillé, mais il refuse de tricher avec ses pouvoirs et se classe 6ème en partant du bas, malheureusement. Keikoru lui jette sa feuille de classement et se moque de lui avec suffisance, le vieil homme souhaitant pouvoir disparaître et pourrir dans un trou pour toujours. Reno est choqué que Kafka évite d'utiliser ses pouvoirs même une seule fois, alors Kafka explique que cela semble injuste pour les autres, et se plaint ensuite de pouvoir détruire tout le monde s'il utilise seulement 1% de son vrai pouvoir, c'est dire. Pendant ce temps, Shoshiro montre une liste des candidats, et dès que Mina aperçoit son amour d'enfance, elle lui demande de donner son avis, ce qu'il en pense. Il dit que parmi tous, ceux qui attirent l'attention sont Izumo Haruchi, qui détruit tout le monde à l'université, puis Haru qui a des dents sauvages et des muscles sérieux, et enfin Kaguraji qui a tourné le dos à l'armée pour rejoindre la force de défense kaiju, c'est un fait. La dernière sur sa liste est la prodige de 16 ans tout droit venue de Californie, de Freedom Land, qui a sauté des classes, non avec son talent fou, Shinomiya Keikoru. Pendant qu'elle se promène l'air suffisant, Haru jure qu'il va la pulvériser complètement, tandis qu'Izumo et Kaguraji décident d'attendre de voir ce qu'elle apporte comme performance. Reno souligne que la compétition semble vraiment difficile, et quand Keikoru demande s'il voit maintenant sa grandeur, il la retient avec étonnement jusqu'à ce que ses gardes le démolissent pour avoir tripoté une fille pure avec ses mains de vieil homme, c'est la punition. Les autres le regardent avec un dégoût total, tandis que Keikoru dit avec suffisance qu'il continue de perdre des points d'aura à chaque fois qu'ils se rencontrent. Après cela, il commence à se demander comment il pourrait prendre le dessus sur elle, alors Reno lui dit qu'il a une chance puisqu'il en sait tellement sur les kaijus de son passé, et ce genre de connaissance a le même poids que de tuer réellement des kaijus, ce qui explique aussi pourquoi il a rejoint les squads d'élimination, c'est logique. Plus tard, devant une porte massive, le capitaine Toshiro se présente et dit que la prochaine partie se déroule à l'intérieur, puis ouvre les portes pour révéler des kaijus qui les attendent, puisqu'ils les chasseront pour le test, c'est la règle. Un kaiju charge sur eux à toute vitesse, et Kafka fait presque une crise cardiaque s'effondrant sur son camion Ben, tandis que tout le monde reste calme. Pour la troisième fois, Keikoru rit de son comportement de clown, c'est habituel. Le capitaine Tsushiro explique qu'ils reçoivent tous des combinaisons de combat Izumo fabriquées à partir de fibres musculaires de kaiju, avec lesquelles Reno forme immédiatement une bonne synergie. Puisque c'est l'arme principale que les humains utilisent bravement pour combattre les kaiju, la cour de défense vérifie d'abord le potentiel brut de chaque personne, c'est essentiel. Reno obtient un honnête 8%, tandis qu'Izumo et les autres dépassent tous les 10%, ce qui sidère la scientifique Okanoji, car il est rare de voir plus d'une personne par an franchir ce seuil. Sa mâchoire tombe littéralement quand elle voit Keikoru, bien au-dessus de tous, avec un potentiel déchaîné ahurissant de 46%, la plaçant déjà presque au rang de chef de peloton. Ça donne à Reno un sacré cas de FOMO, mais le capitaine Tsushiro lui dit que 8% est en fait très solide pour un débutant et plaisante en disant qu'au moins il n'est pas à 0, puis rit encore plus fort en ajoutant que personne n'a jamais eu 0. En entendant ça, le commandant se met à rire comme un fou, tandis que Kafka essaie de libérer un peu de potentiel sans provoquer d'accident dans son pantalon. Kafka tente de percer le secret de son potentiel, tandis que Keikoru fulmine, le regardant être aussi nul qu'une blague de papa après s'être vanté sur le parking. Une fois que tout le monde est dans son uniforme, le capitaine Orochimaru, version budget, annonce que leur test commence maintenant. Il explique qu'il y a 36 petits kaiju et un grand boss Honju caché dans la ville, et qu'ils sont tous équipés de fusils anti-kaiju pour les chasser. Des drones suivent chaque candidat et activent un bouclier défensif dès que les choses deviennent trop intenses, ce qui signifie aussi un échec instantané. Après ça, la manche démarre et Keikoru dépasse tout le monde comme si elle était chez elle, puis commence à accumuler les éliminations comme si de rien n'était, juste pour les impressionner. Pendant ce temps, Kafei commence à paniquer sur la façon dont ils sont censés rivaliser, et juste à ce moment-là, Tsushiro annonce que la commandante Mina est venue les observer personnellement. En entendant cela, Kafka se concentre et réalise que les drones regardent probablement plus que le nombre de victimes, alors lui et Reno décident dans la routine de jouer le rôle de soutien à la place. Il voit Izumo et d'autres PNJ en difficulté échouer à endommager un yo-yo à la peau épaisse, alors Kafka intervient et remarque qu'il l'a déjà vu, ce qui l'aide à comprendre pourquoi il porte des grenades. Il lance une grenade paralysante droit sur sa sale gueule, sans peur, le faisant tressaillir violemment car son ouïe est 10 fois plus forte que sa vue. Après ça, il signale que son ventre a l'armure la plus faible, permettant à Izumo et aux autres de finir le travail rapidement. Blue Harris le remercie de les avoir sauvés, et même le capitaine Tsushiro montre un certain intérêt, tandis que la confiance de Kafka atteint de nouveaux sommets grâce à tout le temps qu'il passe à nettoyer les corps de kaiju, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais la réalité le frappe de plein fouet quand un Yoju le percute sur le côté et l'envoie voler dans un bâtiment, déclenchant les alarmes de son uniforme. Alors Soshiro dit à Okunoji d'appuyer sur ce bouton de bouclier à tout moment. Alors que le yogi se rapproche, Kako sait qu'utiliser le bouclier signifie un échec, donc s'il essaie de toutes ses forces, il ne doit pas se rater devant Mina, et juste avant que le kaiju ne le croque, il se transforme soudainement en gruyère. Debout sur lui, Kakoru répète à quel point elle est déçue par son inutilité, et lui dit de rester à terre pendant qu'elle s'occupe du reste comme une reine. Cette petite étincelle de motivation
semble pousser Kaffa, mais Rinom remarque que sa jambe est complètement démolie, et là le capitaine Tsushiro intervient pour dire que son corps a subi des dommages majeurs, même des organes vitaux sont touchés, ce qui plonge Kaffa dans un abîme de haine de soi, son potentiel de 0% étant la seule chose l'empêchant de se tenir aux côtés de la fille de ses rêves. Il ignore l'avertissement de Shoshiro et décide que lui seul peut dire quand abandonner. Alors il se relève sur cette jambe cassée, propulsé par rien d'autre que sa pure volonté, sa testostérone et une force brute. Son potentiel grimpe de 0,1% tandis qu'il fixe Mina droit dans les yeux et jure de ne jamais jeter l'éponge. Tout le monde le regarde, figé, alors qu'il agit comme si tout allait parfaitement bien. Alors Shiro dit qu'il appuiera sur le déclencheur du bouclier si ça devient risqué, ce que Kakut accepte avant de cracher du sang et de dire à Reno de continuer sans lui. Mais son pote lui tend la main car ils ont convenu d'affronter tout ça en équipe. Tandis que la salle de contrôle éclate de rire, les deux idiots s'associent avec un mouvement en porte-à-faux incroyablement gênant mais qui permet à Kaka de prendre des décisions de génie pendant que Reno les exécute avec son exosquelette. Kaka lui dit alors de suivre Kikoru qui accumule les scores comme Ronaldo contre un vieil homme victime d'un AVC. La blonde enchaîne les yoju et les détruit tous comme une chef avant de loger une balle en plein dans la sale tête du kaiju principal et d'en finir proprement. Alors que le Hanju s'effondre, la scientifique annonce rapidement que le boss est à terre et que le test est maintenant terminé, donc tout le monde devrait partir. Kaka a l'impression qu'il va exploser car elle a fini trop vite et tout un combo n'a servi à rien. Pendant qu'Okunoji demande le signal au capitaine, il dit à la commandante Mina que Kakoru prouve sa valeur de manière impressionnante et que grâce à elle, presque personne n'a été gravement blessé ou n'a désabonné de la vie. De retour sur le champ de bataille, Kakaru lève les yeux au ciel et se demande si elle est assez parfaite pour que son père la remarque et se retourne pour le frotter au visage de Kaka, mais elle sent soudainement quelque chose d'étrange derrière elle et du sang jaillit instantanément de sa poitrine. Pendant ce temps, Kaka reprend son souffle et dit à Rino à quel point Keikoru est un monstre, jusqu'à ce qu'il panique parce que les kaiju morts recommencent à bouger. Au même moment, Keikoru semble avoir bloqué le coup avec son uniforme et demande à l'humanoïde ce que c'est, le laissant surpris de la voir vivante et d'une certaine manière guérie. Alors qu'il caresse le Honju, elle vise, mais la chose effrayante lui dit de ne pas se surestimer et tire suffisamment de balles pour abattre toute une école et la neutralise. Le chaos éclate dans la salle de contrôle concernant son état et tout le monde panique alors que le kaiju revient à la vie, atteignant maintenant la folle magnitude de 6. Puisqu'aucun officier seul ne peut gérer ce désordre, Mina ordonne d'activer tous les boucliers et se prépare à partir avec Soshiro. D'un autre côté, Keiko refuse de reculer comme une enfant effrayée car personne ne meurt tant qu'elle est cela. Elle hurle qu'elle est la tueuse parfaite jusqu'à ce qu'un Honju lui assène un coup de pied à la Bruce Lee et la projette au sol. Cela déclenche ses souvenirs d'enfance où son nom était toujours en tête, mais contrairement à ses amis qui recevèrent l'amour de leur père juste pour avoir réussi, le sien était toujours absent et son majordome disait qu'il serait sûrement fier. Quand elle lui parle enfin, l'homme dit qu'il est attendu d'elle qu'elle soit la meilleure et qu'elle devrait arrêter de célébrer les petites victoires et travailler plus dur pour ne pas se faire avoir la prochaine fois. Même avec ses bras brisés, elle continue à travers la douleur en pensant aux sages paroles de son père jusqu'à ce que son arme tombe et que le kaiju fasse repousser ses armes pour l'abattre avec un laser. La commandante Mina et Soshiro Naruto courent à toute vitesse vers l'endroit, espérant arriver à temps, mais Keikoro abandonne en voyant l'attaque démente se charger devant elle. Elle dit au revoir et dit à son père qu'elle est désolée de ne pas être sa fille parfaite quand le Honju tire l'explosion. Mais alors, la dernière personne à laquelle elle s'attendait apparaît avec un sourire stupide. Elle reste là comme une poupée de chiffon, le regardant passer en mode transformation complète et avoir l'air incroyablement cool. Pendant ce temps, les autres courent à se mettre à l'abri et Rino aide là où il peut jusqu'à ce que quelqu'un les avertisse de ne pas s'approcher du combat de Kakura. Alors il se tourne vers son senpai qui est déjà parti, il est choqué au début, mais réalise ensuite que c'est tout naturel, qu'il s'est transformé et est allé la sauver. D'un autre côté, Kakorba demande à Kafka qui il est, alors il se met à genoux et la supplie de garder son secret, mais dit d'abord qu'il a un non-kaiju à éliminer. De retour dans la salle de contrôle, Okonoji alerte la commandante qu'il y a maintenant un kaiju avec un signal de niveau 9, ce que Katan a du mal à croire car cela en ferait le plus fort de l'histoire. Juste à ce moment-là, Katan passe en mode Saitama et se charge car il prévoit d'en finir d'un seul coup de poing. D'un seul coup de poing, il éventre l'âme entière de ce kaiju comme un chef, puis se baigne dans le sang de son ennemi tandis que Kikoru le regarde choqué. Kikoru se demande s'il n'est qu'un vieil homme sénile alors qu'il découpe proprement un yoju rampant derrière elle et lui dit qu'elle ira bien avec le sourire le plus chaleureux sur son visage, quelque chose que son père ne lui a jamais montré. Pendant qu'il la réprimande pour avoir pris des risques, Rino arrive et lui dit la même chose et alors que les deux se chamaillent comme un couple, elle s'effondre face contre terre. Quelques heures plus tard, le capitaine Tsushiro et Mina atteignent l'endroit et se sentent de confus quant à ce qui a pu causer un tel chaos tandis qu'Okonoji rapporte que les 3 derniers candidats s'en sont également sortis vivants. Tsushiro dit qu'il doute que même Kakoro puisse faire ça et souligne que les dégâts ressemblent beaucoup à la scène d'il y a 3 mois. Plus tard, Kako est allongé à l'hôpital, bandé et se sent furieux que Kakura reçoive le meilleur traitement alors que lui n'est que rafistolé. Pourtant, voir toutes ces légendes autour de lui rappelle qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que lui,
Mais il affirme que cela ne fait que le motiver davantage, ignorant que Mina se tient dehors, entendant chaque mot. Elle entre alors et le remercie d'avoir porté Kikoro avant de s'éclipser rapidement, tandis que Kafka se retient de prononcer son nom jusqu'à ce qu'il gagne une place à ses côtés. Pendant ce temps, aux soins intensifs, Kikoro se sent mal à l'aise à propos de son père et se lève en pensant voir son ombre. Le capitaine Tsushiro la remercie d'avoir sauvé des vies, ce qui la fait penser à Kafka. Pourtant, quand il lui demande si elle ne l'a pas fait, elle admet que si. D'un autre côté, le kaiju humanoïde est surpris d'apprendre qu'il n'y a eu aucun mort après avoir ranimé le Honju et suppose que les soi-disant capitaines aux informations doivent être assez forts, puis montre de l'intérêt pour le kaiju numéro 8 mentionné. Il reçoit alors un appel, alors il se transforme lentement en homme et dit à l'adolescent qu'il est en retard à cause d'un Taco Bell vraiment épicé. Alors que les hommes s'éloignent avec lui, la chose manque presque sa transformation, mais les hommes n'en savent rien. Tandis que Kaffa et Reno continuent de se disputer pour leurs bêtises habituelles, leur superviseur entre tenant les enveloppes avec leurs résultats. Nos deux gars sont assis à table, fixant les enveloppes qui portent le poids de leur avenir, et tandis que Kaffa sait que c'est sa dernière chance, il se demande silencieusement si ce chemin le ramènera enfin à son amour d'enfance, alors qu'il ouvre l'enveloppe et se retrouve figé, la bouche grande ouverte, incrédule devant ce qu'il voit à l'intérieur. Plus tard, au quartier général, toutes les nouvelles recrues se rassemblent pour leur cérémonie d'entrée, se préparant au discours ennuyeux habituel, et alors qu'ils se regardent les uns les autres, rien ne se démarque vraiment puisque la plupart d'entre eux étaient déjà censés être sélectionnés dès le départ. Kikoru fait son entrée et est invité à prêter serment au nom de la promotion, étant la meilleure élève, tandis qu'Izumo et Kaguraji semblent enfermés dans une rivalité qui ne fait clairement que commencer. À peu près au même moment, Ihara croise notre junior et les deux échangent de rapides présentations sans trop de chichi. Peu de temps après, la capitaine Mina arrive et se dirige directement vers la scène pour commencer l'intronisation, appelant Kikoro à prendre la parole au nom des recrues alors qu'elle s'avance et prononce le serment avec confiance. Mina remercie la jeune femme à la queue de cheval blonde pour ses efforts pendant l'examen et mentionne que la raison pour laquelle aucune vie n'a été perdue était grâce à elle, bien que ses yeux commencent discrètement à balayer la foule avec une expression lourde, cherchant Kafka, sachant au fond d'elle que le véritable mérite lui revient. Alors qu'elle serre les dents, clairement prête à exiger des réponses sur sa transformation étrange, Kafka arrive tranquillement en retard, et dès qu'il le fait, le visage de Kakura s'illumine d'un rouge vif, tandis que l'attention de tous se tourne directement vers lui. Alors que l'histoire remonte un peu, le destin de Kafka est en jeu, alors que le comité de sélection examine ses résultats, découvrant non seulement qu'il a obtenu le score le plus bas à l'examen physique, mais qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir un 0 parfait au test d'aptitude. Et juste au moment où le panel est sur le point de rejeter entièrement sa candidature, le capitaine Shoshiro intervient et décide de se porter garant pour lui, argumentant que même si le gars est peut-être un idiot complètement moyen, il a quand même réussi à identifier les points faibles de l'ennemi, à soutenir ses coéquipiers et surtout, il l'a beaucoup fait rire, ce qui, à son avis, comptait pour quelque chose. Alkanovji proteste immédiatement contre cette raison ridicule d'embaucher quelqu'un, ce qui pousse le vice-capitaine à faire un compromis en acceptant Kaffa comme cadet au lieu d'officier et en décidant de le traiter personnellement un peu plus. De retour au présent, Mina annonce que Kafé a été accepté comme cadet et que c'est la raison pour laquelle elle l'a fait s'absenter de la cérémonie d'intronisation, ce qui provoque une vague de soulagement silencieux parmi de nombreuses nouvelles recrues qui semblent heureuses d'apprendre qu'il est toujours là. Peu après, le vice-capitaine se tourne vers la commandante et l'invite à prononcer son discours. Entendre le discours de la capitaine remplit Kako d'une telle émotion qu'il finit par crier son prénom à travers la salle de cérémonie, déclarant audacieusement qu'il se tiendra bientôt à ses côtés, laissant tout le monde stupéfait et chuchotant avec confusion pourquoi un débutant appelle la capitaine par son prénom. Bien que les mots touchent clairement sa bien-aimée d'enfance, elle garde son sang-froid et respecte le protocole en lui ordonnant de faire sans pompe en guise de punition pour avoir manqué de respect à un officier supérieur. Alors que Kafka panique face à cette punition soudaine, le vice-capitaine éclate de rire et taquine Mina de se montrer clémente avec le gars, mais au lieu de répondre, elle s'éloigne simplement avec un léger sourire sur le visage. Akanji grommelle sur le fait que Kaffa vient d'arriver et est déjà devenu le bouffon de l'escouade, mais Soshiro répond calmement que c'est exactement le genre d'énergie dont leur équipe a besoin, car les choses peuvent parfois devenir un peu trop sombres. Cependant, sous cette excuse légère se cache la vraie raison pour laquelle Tsushiro a fait venir Kafka, qui remonte à l'époque où ils ont reçu un signal de kaiju de fortitude de 9,8 et que les signes vitaux de quelqu'un ont disparu au même moment, le rendant suspect que Kaka puisse être quelque chose de bien plus inhabituel qu'il n'y paraît, et il décide donc de le garder près de lui et de l'observer. Pendant ce temps, Kaka termine à peine ses pompes et s'effondre au sol, seulement pour être approché par Kikoru, qui lui dit qu'ils doivent parler en privé. Yiharu, toujours le clown, lâche si c'est une déclaration d'amour et provoque une petite scène, mais Kikoru traîne simplement Kaka dans un restaurant voisin pour obtenir les réponses qu'elle cherche. Là, elle écoute incrédule alors que Kaka avoue qu'il a mangé un kaiju et s'est transformé en nain, la poussant à se moquer de lui pour avoir un appétit assez fort pour avaler un monstre, bien que Kaka se défende rapidement en disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de le manger au départ.
Quand il se demande à voix haute s'il devrait se signaler à la force de défense et demander de l'aide, Kakura rejette fermement l'idée et explique que s'ils le découvrent un jour, ils le transformeront en rat de laboratoire et le soumettront à toutes sortes de tests horribles, expliquant ensuite que lorsqu'un kaiju est assez fort pour recevoir un numéro, ses restes sont utilisés pour fabriquer des armes. L'horreur de tout cela submerge finalement Kafka, qui se jette sur elle en désespoir, la suppliant de garder son secret, et après un moment de réflexion, la fille sévère accepte mais met une chose au clair, que s'il blesse un jour quelqu'un, elle s'assurera personnellement qu'il soit éliminé. Le lendemain, pendant l'exercice d'entraînement au tir, Reno prend les devants et réussit à établir un nouveau record personnel, son potentiel déchaîné atteignant désormais 18%. Iharu observe attentivement et commence à s'inquiéter que Reno l'ait enfin rattrapé, mais ses nerfs se calment une fois qu'il voit que sa propre puissance de combat est toujours légèrement supérieure. Alors que les autres passent à leur tour, il devient clair que tout le monde a fait des progrès. Même Kaffa, après toutes ses difficultés, atteint un nouveau record personnel, alors que sa puissance déchaînée grimpe enfin à 1, ce qui l'envoie sprinter vers Keikoru dans une pure excitation. Cependant, le moment est de courte durée car le vice-capitaine le coupe immédiatement, avertissant que si ces chiffres restent aussi bas, il sera renvoyé avant longtemps. Sans hésiter, Shoshiro demande à tout le monde de courir 10 tours dans le cadre de leur routine, et quand le groupe gémit de protestation, il le porte à 15 sans ciller. Après avoir terminé leur entraînement intense de la journée, l'escouade se dirige directement vers un bain chaud, espérant apaiser leurs muscles endoloris et se détendre un peu. Comme prévu, dès qu'ils s'installent, l'endroit éclate en chaos, tout le monde devenant bruyant et joueur, chacun essayant de s'amuser un peu avant la fin de la journée. Alors que les choses commencent à se calmer un peu, les gars passent de des éclaboussures à parler des raisons pour lesquelles ils ont choisi de rejoindre la force de défense. L'un dit qu'il devait sa vie à la commandante qu'il avait sauvée, tandis qu'un autre admet être tombé sous le charme de sa force et de sa grâce au moment où il l'a vue sur une affiche. Quand les projecteurs se posent sur Kafka, il hésite mais finit par laisser échapper que lui et la capitaine se connaissent depuis longtemps, étant amis d'enfance, et que tout a commencé avec la promesse qu'ils avaient faite à l'époque. Réalisant ce qu'il vient de révéler, Kafka panique et essaie de s'éclipser inaperçu. Mais le reste des gars se jettent sur lui comme une meute de zombies, désespérés d'obtenir chaque détail croustillant. Plus tard, quand les filles sortent de leur bain, elles sont accueillies par la vue bizarre de tous les gars évanouis au sol, s'accrochant à peine à la conscience avec des serviettes drapées sur eux pendant que Reno fait de son mieux pour les rafraîchir. Il s'avère que l'idée brillante de tremper dans le bain chaud beaucoup trop longtemps a eu l'effet inverse, laissant toute l'escouade complètement épuisée et étalée comme des nouilles trop cuites. Les jours passent alors que tout le peloton endure un entraînement difficile et épuisant chaque jour. Ils traversent toutes sortes d'exercices tout en trouvant encore le temps de s'amuser entre les deux. Une nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, Kaka reste à la bibliothèque, travaillant tard. Soshiro apparaît et lui demande si tous ses efforts sont pour la capitaine. Kafka s'absente, se demandant comment il l'a découvert, et le vice-capitaine explique qu'il l'a entendu parler dans le bain, lui rappelant que chaque mot prononcé dans ce dortoir est enregistré. De plus, il soupçonne Kafka de viser son poste de vice-capitaine et l'avertit qu'il ne perdra jamais sa place à côté de la capitaine. Alors que Toshiro se tourne pour partir, l'alarme retentit et il dit à Kafka de se préparer car c'est déjà l'heure de sa première mission. Dans la salle des opérations, la commandante Mina demande une mise à jour à la scientifique tandis que des drones volent autour, exhortant les citoyens à évacuer la zone du désastre. Okonoji explique que le Honju a déjà jailli du sous-sol et se fraye un chemin, laissant derrière lui un essaim de bébés Yoju. Sachant que la seule option est de l'éliminer complètement, la dame aux cheveux roux, Nakanishima, suggère de l'attirer vers le secteur Bravo et de l'y achever. La commandante Mina entend cela et dit qu'elle s'occupera du grand Honju, dit aux autres de gérer le nettoyage et souhaite bonne chance à tout le monde. Sur la route, des camions de recrues partent, armés et prêts pour leur toute première mission, et Kakoru regarde Calfbell comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'un homme aussi inutile se révèle être le kaiju numéro 8. Plus tard, Kafka se met en position alors que toutes les recrues observent silencieusement la bête massive fonçant vers eux. Le capitaine Tsushiro leur dit que le vrai problème est qu'il produit des bébés plus vite que le Dogecoin d'Elon, donc leur travail est de s'assurer qu'aucune de ces créatures ne franchisse le point de contrôle. Au final, il précise que des officiers supérieurs sont déjà postés en avant, ce qui signifie que les recrues sont la dernière ligne de défense. Après avoir vérifié que personne n'a de questions, il leur dit d'y aller et de faire leurs preuves. Quelque temps plus tard, Okonoji mentionne que la commandante Mina a besoin de 8 minutes pour atteindre son point de campement. Après avoir entendu cela, Kaka dit à Reno qu'il est déterminé à faire ses preuves cette fois-ci, car il sait qu'il n'aura pas d'autre chance s'il est viré dans 3 mois, et même si ses jambes tremblent, il admet qu'il est honnêtement excité. Aussitôt, les bestioles grouillent hors de leur nid, alors les recrues sautent du toit, tandis que Kaffa descend tel un Peter Parker bas de gamme. Un hélico dépose enfin la commandante à son point clé, alors Okanuji ordonne d'attirer le Honju dans sa ligne de tir et l'armée le bombarde de missiles pour capter son attention. De loin, le capitaine Tsushiro dit aux recrues de rester vigilantes et Kaka répond avec sa puissance de combat déchaînée à 1%.
Mais le premier Yuju le projette directement dans les débris. Un supérieur commence alors à se moquer des recrues, ce qui énerve Kikoro. Alors après qu'il leur ait dit d'aller se cacher et sucer leurs pouces, elle réplique avec un sourire narquois et anéantit la horde entière à elle seule. Pendant que tout le monde la regarde sous le choc, un simple pouce levé de Papa Kafka la fait rougir si fort que sa combinaison lui dit de se calmer. Pendant ce temps, Eharu apparaît et porte les coups finaux à une créature que les autres avaient aidé à affaiblir, puis commence à s'en vanter auprès de Reno, qui abat le même type d'un seul coup et humilie le roux avec son coup de génie, pensant qu'il a encore un long chemin à parcourir s'il veut empêcher son senpai de se transformer. Au même moment, Kaguraji et Izumo anéantissent les créatures et laissent leur supérieur si embarrassé qu'ils commencent à se plaindre au chef de peloton. Elle dit qu'elle est honnêtement surprise de voir à quel point les nouvelles recrues de cette année sont aussi performantes, puis leur raconte comment le capitaine Soshiro a mentionné que les recrues de cette année sont juste différentes, avec leur potentiel brut et leur envie constante de se surpasser. On rapporte que tout se passe bien partout, Kaka se sent à la fois soulagé et agacé d'être toujours complètement inutile, mais il se souvient du conseil de son supérieur de rester en sécurité et de s'appuyer sur ses forces. Alors il choque tout le monde en fouillant le corps du monstre champignon et en coupant plus profondément pour trouver le noyau, seulement pour réaliser qu'il n'est pas à l'endroit habituel. Juste après, il remarque quelque chose de louche et rapporte au capitaine Sushiro que le point faible est sur le côté, mais souligne aussi qu'ils ont de la ressource, ce qui signifie que s'ils ne les détruisent pas tous, beaucoup plus de monstres apparaîtront. Impressionné par l'info, Soshiro lui donne une tape et dit à Okonoji de faire passer le mot rapidement. Fier de sa contribution, Kaka s'empresse de se rendre encore plus utile et de gagner une place à côté de Mina, mais juste au moment où il se met en action, une explosion massive interrompt ses pensées. Le grand boss atteint enfin le bon endroit, alors l'armée le bombarde pendant que les fantassins tirent des tirs de couverture pour le maintenir. D'un toit, la commandante installe son gros blaster noir et après autorisation se souvient de la promesse de Kafka d'être un soldat plus cool, décidant de montrer son aura. Alors que l'arme se charge et qu'elle se verrouille, Soshiro dit à Kaka de rester vigilant pendant que le missile lumineux déchire le champignon géant, le laissant plein de trous. Les yeux de Kaka sortent de leurs orbites quand elle tire un deuxième coup pour l'achever, puis en place un troisième juste pour être sûr. Tout le monde dans la salle de contrôle célèbre, mais quand elle demande une quatrième autorisation et qu'Okonoji lui répond, elle lui rappelle que ce n'est pas une demande. Kaka est tout aussi époustouflé par l'attitude cool de Mina, alors Shoshiro lui demande s'il pense vraiment être digne de se tenir à ses côtés, ce à quoi il demande avec arrogance pourquoi Temuwa Rashimaru pense qu'il s'en approche même. Shoshiro admet qu'il n'est pas aussi bon qu'elle et dit que si elle est excellente pour abattre les gros, il prouve qu'il n'y a pratiquement personne de plus mortel que lui pour gérer les cibles moyennes à petites, alors qu'il découpe la créature qui l'embusque comme du sushi. Kafat est choqué, ne voyant même pas son katana, alors que le capitaine dit qu'il vient d'une famille de samouraïs, puis coupe court à la conversation, disant que maintenant que la mère est morte, il est temps pour les bébés d'envahir. L'armée de bébés monstres champignons déferle sans fin comme une voiture de clown. Alors, Shoshiro dit aux nouvelles recrues que c'est leur moment de briller et de faire le ménage, ce qui intimide légèrement Izumo. Les voyant faiblir, les supérieurs commencent à les provoquer, alors Nakanoshima intervient et met un peu de feu aux fesses des deux meilleures recrutes qui partent, même si la dame du labo note qu'elles sont presque à court d'endurance et fonctionnent à la vapeur, ce qui est exactement ce que Soshiro pense, révéler ceux qui sont aptes à être capitaines. Bien que Kokoro soit le seul digne jusqu'à présent, il voit Reno comme un solide second, et Yaru le remarque aussi. Sur ce, les deux partent chasser les monstres, mais en chemin, ils aperçoivent un homme en uniforme d'équipe de nettoyage. Et quand Yaru demande pourquoi il n'a pas évacué, l'homme commence à divaguer sur son plan ruiné et se demande si quelqu'un de l'équipe de défense a une connaissance approfondie des kaiju avant de se retourner et de demander si les garçons en savent quelque chose avec du fumus partout sur son visage. Un peu plus loin, les anciens collègues de Kafka et Reno de l'entreprise de nettoyage sont regroupés autour d'un télescope essayant d'apercevoir leurs anciens coéquipiers. Le chaos sur le champ de bataille montre clairement pourquoi toutes les entreprises de nettoyage de Tokyo et Kanagawa ont été convoquées. Leur superviseur arrive et demande des nouvelles de la nouvelle recrue, et Takuda plaisante en disant que le gars a dû s'enfermer à nouveau dans les toilettes. Pendant ce temps, cette même nouvelle recrue, qui est en fait le kaiju humanoïde effrayant déguisé, se tient maintenant juste devant Iharu et Rino. Agacé par leur présence, il essaie soudainement de tirer sur Iharu en plein cœur, mais le manque de peu. Kiharu s'effondre, saignant abondamment et criant de douleur, et Rino lui dit rapidement d'utiliser sa combinaison pour arrêter l'hémorragie. Juste à ce moment-là, le monstre révèle sa vraie forme, la même qui avait précédemment vaincu Kikoru. Reno se précipite pour contacter le quartier général pour du renfort, seulement pour réaliser que la créature a déjà coupé tous les signaux dans la zone. Après avoir été frappé durement 2 fois, Reno se souvient de l'avertissement de Kikoru et se concentre sur les mouvements des doigts du monstre, réussissant à esquiver la prochaine attaque juste à temps. Alors que les choses dégénèrent, il convainc d'une manière ou d'une autre Iharu de battre en retraite et d'apporter de l'aide. Rino sait qu'il ne peut pas gagner, mais pensant à son devoir d'officier de défense, il fonce sur le kaiju de toutes ses forces, déterminé à donner à Iharu le temps de fuir. Alors qu'Iharu tente de s'échapper, il trébuche et tombe,
La frustration monte en réalisant que Reno le surpasse, lui restant bloqué à 20% de son potentiel déchaîné. Alimenté par ce sentiment, il retourne au combat et sauve Reno à la dernière seconde, juste avant que le kaiju humanoïde ne puisse le faire exploser. Quand Reno proteste, Haru réplique que cette fois, ce sera lui qui sauvera Reno et non l'inverse, lui rappelant que sans son aide plus tôt, il serait déjà mort. Sentant leur plan pour faire sortir Iharu de la zone, le kaiju déclare que personne n'échappe à sa zone, anéantissant leur dernier espoir de fuir. Réalisant qu'ils sont piégés, Rino et Iharu décident de combattre ensemble et d'abattre la menace monstrueuse. Le kaiju tire un autre coup sur Heiharu, mais cette fois, Heiharu a compris son schéma d'attaque et l'évite. Saisissant l'ouverture, Rino déchaîne plus de puissance que jamais, poussant à dépasser ses propres limites et à tirer. Alors que la fumée se dissipe, ce qui se dresse devant eux est un mur imposant de corps de kaiju morts. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, le monstre humanoïde jaillit d'un des cadavres et tire sur Rino à bout portant, lui infligeant un coup brutal qui le laisse gravement blessé, peut-être au-delà de toute récupération. Pendant ce temps, le vice-capitaine apprend que Iharu et Rino ont disparu et que même leurs signes vitaux ne sont plus affichés sur le radar. Kaka devient immédiatement tendu, l'inquiétude se répandant sur son visage alors que le poids de la nouvelle s'installe. Juste à ce moment-là, Kakoro arrive et confirme ce qu'il craignait depuis le début, le dangereux kaiju humanoïde est apparu. De l'autre côté, Rino s'effondre, tout son corps brûlant de douleur. Il essaie d'arrêter l'hémorragie et se relève, seulement pour que le monstre humanoïde se jette à nouveau sur lui. Juste à temps, Iharu intervient, détournant l'attention du monstre. Criant à l'aide, il appelle quelqu'un pour sauver son ami, Reno, et juste avant qu'ils ne puissent tous les deux trouver leur fin, le kaiju numéro 8 s'écrase sur la scène, frappant le monstre si fort qu'il lui sépare la tête du corps. Voyant Kafka sous sa forme de kaiju, Rino devient sombre, frustré que malgré tout, il n'ait pas pu empêcher cela d'arriver. Kafka tient son ami et se tient droit, tandis qu'Eiharu se fiche de peur à la vue d'un autre kaiju humanoïde. Pendant ce temps, le monstre se régénère et se remet sur pied, réalisant que c'est le kaiju numéro 8. Le mauvais kaiju demande pourquoi Kafka l'attaque alors qu'il devrait être du même côté, puis lance un assaut total, révélant qu'il avait été indulgent avec Rino et Heiharu tout ce temps. Quand Kaka voit les mêmes tentacules attaquantes qui ont été utilisées sur Rino, il craque. Avec une fureur contrôlée, il anéantit les attaques du monstre et même un mur de kaiju ne parvient pas à l'arrêter. Kaka continue d'avancer et déchaîne finalement une attaque massive qui envoie l'ennemi voler avec son noyau maintenant entièrement exposé. Juste au moment où il est sur le point de finir le travail et d'effacer le kaiju pour de bon, deux officiers arrivent au pire moment et gâchent tout en alertant toute l'équipe de la présence du kaiju numéro 8. Ils expliquent que le kaiju humanoïde correspond à la description du kaiju numéro 8 disparu, ce qui alerte instantanément le vice-capitaine. Sans perdre de temps, il ordonne l'envoi immédiat d'une unité de dépêche. Tout ce chaos donne au monstre humanoïde suffisamment d'espace pour se régénérer, et avant de partir, il lance un avertissement qu'il sait maintenant tout sur Kafka, et le vaincre sera plus facile la prochaine fois qu'ils se croiseront. Alors qu'il attaque les humains en s'échappant, Kafka intervient et encaisse le coup lui-même. Bien que frustré que le kaiju ait réussi à fuir, il trouve un certain soulagement en sachant qu'au moins ses amis sont en sécurité. En se faufilant dans une ruelle étroite, Kaka sent soudainement quelqu'un derrière lui. Se retournant, il voit le vice-capitaine qui le reconnaît instantanément comme le kaiju numéro 8. Le vice-capitaine informe l'équipe qu'il a engagé la cible et demande que le limiteur de sa combinaison soit levé. Son potentiel déchaîné grimpe à un stupéfiant 92% alors qu'il se prépare à neutraliser le kaiju humanoïde se tenant juste devant lui. Bien échauffé, le capitaine Soshiro se prépare à frapper tandis que Kaka essaie de penser à une évasion jusqu'à ce qu'une entaille apparaisse soudainement sur son épaule, rendant clair qu'il est en grave danger. Soshiro l'envoie voler et passe en mode Nobjutsu à l'épée à une vitesse supersonique, tranchant lentement mais sûrement la carapace solide comme le roc de Kaka, avec des mouvements que Kaka ne pensait même pas que Kikoru pourrait réaliser. Après cela, un autre coup de couteau à la poitrine expose entièrement son noyau, mais sa régénération insensée le maintient en vie. Kaka essaie de s'échapper, mais le samouraï passe en mode Lévi, le regardant esquiver ses attaques à la vitesse de l'éclair. Shiro estime qu'il est au moins de magnitude 8, un grand kaiju. Sur ce, il charge ses lames et lance une double tranche invisible qui coupe la jambe de Kafka comme du beurre, puis enchaîne avec sa vraie frappe visant le noyau, que Kafka attrape avec ses dents latérales avant de charger un ultime, seulement pour le projeter sur le katana de Toshiro, laissant le capitaine indemne. Se sentant déçu, il rapporte que le kaiju numéro 8 s'est échappé, ce qui fait se demander à Kakoro si un tel monstre est digne de confiance, bien que son visage s'illumine quand elle aperçoit son vieux visage ridé. Après cela, elle lui rappelle sèchement qu'il n'est qu'un vieux schnock avec de l'arthrite et n'a rien à faire à essayer de combattre le capitaine.
Pendant ce temps, l'homme en question reste silencieux jusqu'à ce que la commandante Mina lui demande son avis. Sur le numéro 8, il dit qu'il est clairement au même niveau que le grand kaiju d'il y a 5 ans et croit que le numéro 9 est probablement tout aussi dangereux, bien que ce qui retient vraiment son intérêt est la façon dont il a attaqué son arme au lieu de lui et a combattu comme un humain. Alors un soldat supérieur rapporte que l'humanoïde du test est réapparu, mais cette fois avec une peau humaine, laissant tout le monde stupéfait. L'humanoïde gravement blessé arrête alors une voiture et la détourne façon GTA après avoir mangé le propriétaire pour se soigner, se demandant comment abattre le numéro 8 alors qu'il roule vers le coucher du soleil. Le lendemain, Reno se réveille à l'hôpital et se sent soulagé de voir son senpai en vie, puis remercie Kaka de l'avoir sauvé. Ne réalisant pas qu'Iharu est dans le lit juste à côté de lui, Iharu enchaîne les compliments sur la puissance et l'aura folle du numéro 8, et Kaffa encaisse tout cela avec un grand sourire. Cette nuit-là, une fête célèbre la sortie de l'hôpital de Reno et Haru, et quand Kaffa appelle le service d'étage, l'armée de serviteurs d'Izumo arrive avec un festin gastronomique surprise. Kakoro explique que c'est parce qu'il est un garçon riche, héritier d'Izumo Technologies, qui rapporte des milliards chaque année en vendant au corps de défense et gagne même plus que sa famille. Elle admet alors avec arrogance qu'elle lui a demandé d'organiser la fête, sachant que la nourriture serait excellente. Après cela, le capitaine porte un toast à la première mission réussie de tous, tandis que Reno regarde l'ambiance conviviale dégénérer rapidement en chaos absolu, alors que tout le monde commence à se critiquer mutuellement, choqué de voir même Kafka se joindre sans hésitation. Le capitaine explique qu'il y a une tradition de se moquer des erreurs de chacun après la bataille pour aider les autres à corriger leurs défauts la prochaine fois. Plus tard, le capitaine met fin à la folie pour faire une grande annonce où il révèle que grâce à ses contributions exceptionnelles au combat, Kafka est maintenant promu officier à part entière et officiellement accueilli dans l'équipe comme l'un des leurs. Tout le monde éclate de bonheur et même un Kaguraji habituellement froid semble sincèrement heureux puisque l'aide du vieil homme pendant la mission a maintenu le nombre de victimes à 0. Le lendemain même, Mina place personnellement un badge sur le manteau de Kaka, l'accueille à nouveau avec autorité et lui dit de ne pas se vanter car il est si loin d'être digne de se tenir à ses côtés sur le terrain. Cela le rend heureux car elle se souvient de leur ancienne promesse. Elle ajoute ensuite avec confiance que Soshiro était celui qui l'avait recommandé, alors il ferait mieux de se montrer à la hauteur et de ne pas décevoir l'homme. Cette nuit-là, Kappa décide d'arrêter sa journée à la bibliothèque. Mais en sortant, il remarque soudainement une lumière encore allumée. À l'intérieur de la salle d'entraînement, il observe le capitaine Soshiro poser avec ses muscles saillants et reproduire ensuite parfaitement son combat avec lui jusqu'à chaque respiration. Cette fois, il abat son mannequin imaginaire de kaiju numéro 8, non pas une mais 2 fois de suite, faisant presque pipi dans son pantalon à café alors que ses genoux lâchent. Quand il demande sur quoi l'homme s'entraîne, le capitaine répond qu'il travaille sur une technique de tir unique conçue spécifiquement pour chasser le numéro 8 et avoue qu'il est agacé de ne pas avoir tout donné dès le début ou d'avoir utilisé la technique des 6 qui aurait déchiré le noyau du numéro 8 en lambeaux absolus. Il continue en disant qu'il n'y a personne d'autre que lui qui puisse abattre un grand kaiju comme le numéro 8, donc à ses yeux, il est le seul homme pour le travail. Pendant ce temps, bien au-dessus des nuages, une meute entière d'oiseaux monstres menés par un humanoïde d'apparence démoniaque se prépare à attaquer la base. Le vice-capitaine, assis en silence à la bibliothèque, approfondit le cas du kaiju numéro 8, perplexe devant ses attaques plus humaines que kaiju. Ses pensées dérivent vers le monstre humanoïde effrayant qui pouvait changer de forme et se fondre parmi eux, et plus il y pense, plus il s'inquiète de l'avenir entre kaiju et humain. Pendant ce temps, notre gars se détend seul sur un toit, pensant au vice-capitaine et à la façon dont il peut se permettre de le décevoir, quand de nulle part, une pluie massive d'étoiles filantes commence à tomber du ciel. Les étoiles filantes s'avèrent être des kaiju et en un rien de temps, elles envahissent toute la base. Pour aggraver les choses, chacune d'elles a un niveau de fortitude supérieur à 6 et est classée comme Onju, ce qui les rend loin d'être des menaces ordinaires. Le capitaine étant actuellement absent, Shoshiro prend les choses en main et ordonne à tout le monde de se mettre en position, réalisant que les kaiju semblent cibler directement la base cette fois. Le fait que tant d'entre eux soient apparus ensemble, malgré qu'ils attaquent habituellement seuls, rend les choses suspectes. Voyant la base s'embraser et apercevant près d'une douzaine de kaiju de type Wyvern voler au-dessus, Kafka contacte rapidement le vice-capitaine pour signaler que quelque chose ne va pas. Ces monstres n'attaquent jamais en groupe. Le vice-capitaine comprend immédiatement ce que cela signifie. Quelqu'un d'encore plus fort doit les diriger cette fois. Alors que Sushiro avance, elle se retrouve bientôt face à face avec le chef qui approche. Le nouveau kaiju humanoïde draconique parle en langue humaine, choquant tout le monde. Il regarde autour de lui et demande si le vice-capitaine est le plus fort ici, et le déclare calmement comme sa cible. Tsushiro est immédiatement informé que cette créature a un niveau de fortitude d'environ 8,3, la plaçant dans la classe Daikaiju. Sans hésitation, le vice-capitaine confie la responsabilité de s'occuper des autres kaiju à ses subordonnés et se prépare à affronter cette nouvelle menace lui-même. Le Daikaiju s'élance soudainement et Soshiro parvient à peine à esquiver son puissant coup. La bête rugit des ordres aux autres kaiju, prenant le contrôle total du champ de bataille, puis charge à nouveau avec une vitesse terrifiante. Un seul coup d'œil suffit à Monsieur Shiro pour comprendre qu'un seul coup direct pourrait tout anéantir pour lui.
Il essaie de trancher la peau du monstre, seulement pour réaliser à quel point elle est incroyablement résistante. Alors que le reste de l'équipe engage les autres kaiju, notre guide les contacte rapidement, soulignant que les monstres ont une peau plus fine à l'arrière et y sont les plus vulnérables. L'équipe essaie d'ajuster sa stratégie, mais les kaiju commencent à se coordonner, rendant difficile de les prendre par derrière. Juste à ce moment-là, la prodige aux cheveux blonds arrive et révèle sa toute nouvelle arme, tranchant un kaiju avec facilité. Quelques jours plus tôt, elle avait demandé une arme personnalisée, normalement réservée au capitaine. Mais l'équipe a fait une exception et a fabriqué une faux spécialement adaptée à son style de combat. Meina la lui avait personnellement remise et l'avait formellement annoncé membre de la force principale, la classant 3e du peloton juste après le vice-capitaine. Quand Kikora a posé les yeux sur l'arme pour la première fois, elle s'est moquée de son apparence, la qualifiant de laide et affirmant qu'elle ne lui convenait pas du tout. Pourtant, en la maniant avec précision, elle a déchaîné 2 nouvelles attaques dévastatrices qui ont déchiré les rangs ennemis avec style. Alors que le combat s'intensifie, même Reno parvient à tenir bon, impressionnant Kikoru par sa croissance et sa détermination alors que les deux forment un duo inattendu et parfait sur le champ de bataille. Pendant ce temps, de l'autre côté, le vice-capitaine commence à fléchir sous la pression incessante du Dai Kaiju à travers la 3e porte. Le Dai Kaiju, le reconnaissant maintenant pleinement comme un rival digne, grogne qu'il dévorera Soshiro pour devenir encore plus fort. D'un coup dévastateur, le monstre envoie le vice-capitaine voler, mais Soshiro parvient à lui trancher un de ses membres. De l'autre côté, Kaka se précipite pour sauver une officière d'une attaque soudaine de kaiju, et quand il semble qu'il n'arrivera pas à temps, il utilise un peu de ses jambes de kaiju pour l'atteindre juste à temps, tirant la fille nommée Minas en sécurité. Minas demande s'il a enfin pris le coup de main avec sa combinaison, et Kaka répond avec un pouce levé confiant, mais avant qu'il ne puisse se détendre, un autre kaiju les cible. Heureusement, Kekuru bondit et là-bas les protégeant tous les deux. Juste à ce moment-là, ils apprennent que les officiers supérieurs, qui étaient en repos, sont revenus à la base pour prêter main forte, ce qui remonte instantanément le moral de tout le monde. Pendant ce temps, sur le front du Dai Kaiju, le vice-capitaine dit au Kaiju Dragonoïde qu'il a vraiment choisi la mauvaise équipe à qui s'attaquer. Il engage le monstre dans un affrontement brutal, tranchant à travers les interstices de son exosquelette. Utilisant cela comme diversion, il trompe le Dai Kaiju en lui faisant croire qu'il vise son point faible, pour finalement lui asséner son coup ultime de toute sa puissance. Un instant, on dirait que la bataille est terminée, mais le Dai Kaiju se régénère rapidement, souriant en affirmant qu'il apprécie ce combat avec son rival désigné. Le vice-capitaine continue, brisant les défenses de la bête et exposant enfin son noyau, bien qu'il soit surpris de voir à quel point il est petit. Sans perdre un instant, Soshiro déchaîne son Eightfold Slasher dans une ultime tentative d'anéantir la créature. L'équipe commence à applaudir, croyant la menace neutralisée, mais Soshiro les avertit que ce n'est pas encore terminé. Même Kaffa, toujours sous sa forme humaine, commence à ressentir la présence du monstre d'une manière ou d'une autre, tandis que le vice-capitaine observe, le kaiju gonfle et se transforme en une nouvelle forme massive, comme ces méchants qui se renforcent dans Power Rangers. Sa force monte en flèche jusqu'à 9 alors qu'il pousse un rugissement de plus en plus profond. La scientifique du labo réalise que c'est bien trop pour Soshiro seul, mais la légende y retourne quand même et déchaîne sa 3e technique, infligeant de petites coupures sur tout son corps massif tout en esquivant habilement les attaques lentes et lourdes du démon, ce qui impressionne Okonoji. Pourtant, il sait que ses entailles ne suffisent pas, et juste au moment où il comprend qu'il doit frapper le noyau dans son dos, il crache du sang alors que son armure l'avertit d'annuler le déploiement maximal car elle est maintenant en surchauffe dangereuse. Malgré tout, il continue et esquive les bombes oiseaux camouflés qui créent un épais écran de fumée, lui donnant l'occasion de se faufiler et de frapper son dos, du moins c'est ce qu'il pense, jusqu'à ce que des dizaines d'yeux s'ouvrent soudainement et que la bête lui assène une contre-attaque brutale qui le projette à travers les murs comme un boulet de canon si violemment que son armure s'éteint à l'impact et recommande instantanément un traitement médical d'urgence. Tout le monde dans la salle de contrôle le croit perdu, alors que Soshiro revit son souvenir d'enfance quand son père lui disait que son génie de la lame était arrivé un siècle trop tard et qu'il devrait juste abandonner. Il fait ensuite comme si tout allait bien, choquant tout le monde avant de lutter pour se relever comme un Américain obèse. Le kaiju numéro 10 déchire les bâtiments et se rapproche, alors Soshiro décide de se battre jusqu'à l'épuisement. Il lui enfonce ses 2 lames comme Zoro sous stéroïdes, mais le monstre se régénère aussitôt et se moque de sa petite épée, qu'il sait déjà faible puisque pratiquement tout le monde dans sa famille et la force de défense lui a dit que ses compétences Wadod à l'épée étaient la désespérée comparée aux armes à feu. Mais la commandante Mina était différente dans le sens où elle aimait vraiment à quel point il était bon avec sa petite chose, car c'est exactement ce dont elle aurait besoin. Où elle lui a fait confiance pour être son protecteur, lui donne une nouvelle motivation, alors il canalise et son Tanjiro intérieur et déchaîne les 2e, 3e, 4e et 6e techniques cachées de la famille Oshina, bien qu'il soit ensuite giflé et agrippé à mort par le kaiju, si fort que cela lui arrache presque l'âme. Voyant le capitaine en route pour le paradis, Mon Kappa perd complètement la tête et s'excuse auprès de Rino alors qu'il commence à se transformer, mais il est arrêté à mi-chemin par la voix calme et rassurante de la commandante disant à tout le monde de se détendre.
Alors, Shoshiro adresse au kaiju numéro 10 un sourire suffisant juste avant qu'il ne se fasse atomiser dans le dos. Sortant son gros blaster noir, Mina tire un autre coup dans son horrible visage hurlant mais finit par rater, alors elle recule tandis qu'il lance les oiseaux kamikazes directement sur son poste de tir. Volcanovu rapporte que le noyau est dans son haut du dos, mais le capitaine sait que ce n'est pas une blague d'essayer de faire exploser son point faible à ce grand vaurien, alors il court à bout de souffle et fait de profondes coupures dans ses jambes, comme l'or malgré l'avertissement d'Okonobi, mais les blessures disparaissent en un instant. Juste au moment où il commence à penser que c'est inutile, Kikoro surgit derrière lui et fait à peine une entaille dans la carapace solide du monstre, alors le capitaine lui dit de trancher directement dans les blessures de qu'il crée, infligeant de lourds dégâts critiques. Cette seule attaque met son armure en surchauffe totale, mais c'est plus que suffisant car la commandante Mina tire directement dans son dos et expose le noyau. Voyant cela, Shoshiro ordonne à tous les soldats de l'empêcher de se régénérer, tandis qu'il découpe épique sa carapace de la tête aux pieds et Mina prépare son prochain tir. Il rassemble autant de volonté que possible pour tenir juste assez longtemps, le découpant et le tranchant comme un véritable chef, jusqu'à se retrouver juste devant ses mâchoires béantes, prêt à lui rendre l'appareil. Malheureusement, pour le grand boss final rouge à prix réduit, Mina déchaîne le 96 et pulvérise le soi-disant grand kaiju en 1000 morceaux. Une fois tout terminé, Kaka fond en larmes comme s'il venait de regarder Your Name en boucle, en voyant Kikoru et ses idoles se saluer pour un travail bien fait, exactement comme il l'avait toujours rêvé étant petit garçon. Rino lui dit d'arrêter de pleurer comme un enfant de maternelle et le motive en disant que ce n'est que le début pour eux. Pendant ce temps, la commandante Mina empêche Shoshiro de repartir au combat et lui ordonne de prendre enfin un peu de repos. Cependant, son tigre panique soudainement et ils se tournent tous vers l'horrible abomination dans le ciel faite d'oiseaux kamikazes explosifs qui a une force explosive estimée égale à une véritable bombe nucléaire. Alors que les recrues tentent de tirer sur l'un d'eux, l'onde de choc de l'explosion montre clairement que ça ne suffira pas et le numéro 10 pousse un dernier rire maléfique, disant que leur combat semble se terminer par un match nul. Mina réalise que cela pourrait être la fin, mais ils entendent soudain Reno crier à Kaka d'arrêter et tout le monde regarde sous le choc alors que le gars sprint comme un athlète noir aux Jeux Olympiques et se transforme juste devant eux. Le voyant entièrement déchaîné, Shoshiro regrette à quel point il s'était bien entendu avec le gars et n'arrive pas à croire qu'il l'ait tant apprécié au point de refuser de faire le lien et d'accepter que Kako était le numéro 8 depuis le début. Pendant ce temps, Kafka se souvient de sa promesse à Shoshiro et Kikoru. Sachant que cela pourrait être le dernier moment où ils se parlent en tant que vrais amis, il se souvient ensuite de ce qu'il doit à Reno et à l'amour de sa vie. Alors que tout le monde reste figé sous le choc, il concentre chaque once de puissance dans ses jambes, se lance comme une fusée et frappe la tumeur nucléaire de toutes ses forces, l'envoyant voler dans la stratosphère. Juste après, Mina crie à tout le monde de se préparer à l'impact et Kafka la protège, elle et le capitaine, de toutes ses forces comme si sa vie en dépendait. Alors que la poussière retombe, ils se relèvent tous les deux, tandis que Kafka perd toute la puissance de ses vieux bras et jambes abîmés en essayant de s'éloigner et Mina reste froide comme la glace, se montrant impitoyable pour maintenir son image de commandante et lui dit qu'il est officiellement en état d'arrestation. Au bureau du directeur, l'équipe examine les images de la transformation de Kafka. Le directeur adjoint se demande comment un monstre de niveau Daikaiju a pu se cacher sous leur nez pendant si longtemps. L'un des fonctionnaires suggère d'alerter les médias, mais d'autres rejettent rapidement l'idée, arguant qu'il serait préférable d'éliminer la créature discrètement et de la transformer en arme. Le directeur fait taire la pièce, qualifiant la discussion d'inutile pour l'instant, et leur ordonne fermement de récupérer le kaiju de la 3ème division avant de prendre d'autres décisions. Pendant ce temps, de retour à la 3ème division, notre gars est maîtrisé et semble faire la sieste malgré tout ce qui se passe autour de lui. Il ouvre les yeux devenant sombre en se souvenant de Kikoru qui lui disait que la force de défense pourrait envisager de le transformer en arme. Juste à ce moment-là, Mina, le vice-capitaine et quelques autres arrivent pour l'escorter dehors où un camion de transport l'attend. Dehors, tout le monde se tient en ligne. Kaka est triste de ne pas pouvoir regarder son ami dans les yeux, se demandant si Rino serait vraiment en colère. Mais alors qu'il monte dans le camion, Rino se précipite vers lui, l'appelant Senior et lui disant qu'il a foi qu'il reviendra. À l'intérieur du camion, Kafka a un moment de calme avec Mina, qui admet avoir été choquée de le voir se transformer en kaiju. Elle promet de recueillir des images et des témoignages pour prouver qu'il a toujours son humanité et que personne ici ne le considère comme un ennemi. Avant qu'elle ne parte, Kaka pleure doucement, demandant s'il peut encore se tenir à ses côtés, ce qui la fait sourire. Alors qu'il part, le vice-capitaine ordonne au peloton de saluer. Lorsque le sévère directeur adjoint demande s'il salue un kaiju, le vice-capitaine répond simplement qu'il salue son capitaine. Alors que notre gars est emmené à la base maritime d'Ariak, il est enfermé derrière les 31 portes. Plusieurs jours passent à la 3ème division et tout le peloton s'inquiète du sort de leurs camarades, se rappelant mutuellement combien de fois il les a sauvés. Même la capitaine partage leur inquiétude et travaille dur pour compiler toutes les données possibles afin de trouver un moyen de le sauver. Pendant que tout le monde fait de son mieux, la jeune fille aux cheveux jaunes arrive au bureau de son père. Elle lui demande d'épargner son ami et de ne pas l'éliminer, arguant qu'il lui a sauvé la vie. Le directeur la rejette, la traitant de folle,
Puis il lui montre une radiographie de Kafka, soulignant que ce que Kafka a essayé de faire passer pour un cœur est en fait le noyau d'un kaiju. En partant, elle dit à son père qu'elle croit toujours en lui. Pendant ce temps, les scientifiques continuent de faire des tests sur Kafka. Plus tard, dans le bureau de la capitaine, Mina rassemble quelques-unes des nouvelles recrues et leur dit qu'ils vont être séparés et réaffectés à différentes bases. Les gars protestent, mais il semble qu'ils ne puissent rien faire. Plus tard, Izumo surprend Kagigari au téléphone, demandant à quelqu'un de sauver Kafka. Après l'appel, Kagigari s'assied à côté d'Izumo et explique qu'il parlait à un vieil ami commandant. Il admet qu'il sait que les faveurs personnelles ne fonctionneront probablement pas, mais il fait toujours de son mieux. Juste un peu plus tard, le directeur lui-même arrive à l'endroit où Kafka est enfermé. Kafka lui crie qu'il n'est pas un kaiju. Le directeur ordonne à l'équipe de relâcher les liens, et quand il proteste, il souligne qu'un kaiju de la puissance de Kafka pourrait facilement se libérer s'il le voulait, et ne reste immobile que parce qu'il choisit de coopérer. Dès que Kafka est libéré, le directeur déchaîne immédiatement son feu et l'attaque de toutes ses forces, arguant qu'aucun humain ne pourrait résister à un tel assaut. Ensuite, le directeur prépare son équipement et se connecte nerveusement aux armes créées à partir du kaiju numéro 2. Il exige que Kaka se transforme s'il ne veut pas mourir sous sa forme humaine. Kaka essaie de garder la transformation minimale pour prouver son humanité, mais le directeur sort son bras de kaiju, le forçant à se transformer encore plus. Kaka fait de son mieux pour esquiver les attaques, mais est quand même touché à plusieurs reprises. Soudain, le corps de Kafka commence à réagir étrangement comme s'il attaquait un kaiju. Le directeur continue de presser l'attaque et force finalement Kafka à prendre sa forme complète de kaiju. De manière inattendue, Kafka perd le contrôle de son corps et bondit vers le directeur pour l'attaquer tandis que Keikoru lui crie de reprendre ses esprits. D'autre part, Ryoma commence à s'entraîner intensément à la salle de sport comme David Goggins et se pousse à devenir plus fort le plus vite possible afin de pouvoir protéger son senpai. Voyant ses points d'aura augmenter à chaque seconde, Yaharu décide de se joindre à eux et c'est alors que leur supérieur arrive et annonce que que le destin de Kaka est décidé aujourd'hui et qu'ils ont même convoqué la commandante Mina pour un commentaire officiel. Pendant ce temps, Kaka rugit de nouveau, mais cette fois, le directeur Shinomiya remarque que ses attaques sont bien plus rapides et animales. À l'intérieur, Kaka continue de lutter pour le contrôle alors que son corps s'acharne absolument sur le directeur si brutalement qu'il serait une crêpe maudite sans le bouclier spécial du numéro 2. Shinomiya riposte avec le coup de poing explosif de son gantelet visant en plein cœur de Kaka, mais le noyau est introuvable. Au lieu de cela, il flotte derrière lui et se régénère en un corps entier qui contre-attaque avec un coup de poing assez puissant pour détruire la deuxième barrière. Les observateurs commencent à paniquer, mais les vieux restent plutôt calmes, car ils s'attendent à ce que tout affrontement entre deux kaiju numérotés apporte au moins autant de chaos. Tandis que Kikoru regarde avec admiration, l'homme chauve et ridé trouve étrange que son père refuse de mettre fin au combat et soupçonne qu'il pourrait tester jusqu'où Kaka peut aller, ce qui fait se demander à Kakura si son père donne réellement à Kaka la chance qu'elle avait demandée. Les deux vieux hommes se tiennent fermement et le directeur Shinomiya fait charger Kaka dans le mur comme un taureau stupide, mais il le regrette vite quand Kaka revient en volant et lui fracasse les côtes, faisant paniquer même les hommes chauves pour la première fois. Le numéro 8 continue de devenir plus fort au-delà de ce que même le directeur peut gérer, tandis que Kafka continue de lutter à l'intérieur. Le directeur met ses gantelets en sur-régime et lance ses coups de poing les plus puissants, mais Kafka traverse maintenant son bouclier comme s'il était en papier. Puis il enchaîne avec l'attaque ultime du canon électromagnétique du numéro 2 qui envoie un choc à travers tout le corps de Kafka, mais il récupère instantanément et riposte avec son propre rayon laser mortel, ce qui donne à Kafka envie de s'arracher les cheveux car cela blesse le père. Kafka le prend ensuite dans une étreinte mortelle et le fracasse contre le mur. Juste au moment où il semble qu'il pourrait l'achever, il se tourne et voit le petit visage triste de Kikoru et refuse de la laisser le regarder achever son père. Mais son corps devient complètement sauvage et commence à battre le directeur au sol, comme une peluche contre sa volonté. Pensant à toutes les fois où Kako était intègre et réel, elle ne perd pas espoir et crie au vieux schnock de se ressaisir. Entendant cela, Kako canalise le pouvoir de l'anime et de l'amitié pour enfin briser ses entraves, une seconde avant d'être croqué en deux par le parasite, alors que son corps lève un coup fatal sur le père de Kikoru. Il se sent se noyer dans le vide quand il voit soudain un rayon d'espoir lumineux et sent Mina lui prendre la main, promettant qu'elle l'attendra toujours. Sa voix le ramène enfin à la réalité, son coup de grâce atterrit, éclaboussant de sang partout au choc total de Kakoru et de son père, car il se frappe en fait un trou dans sa propre poitrine et déclare fièrement qu'il n'est pas un kaiju, il est Ibino Kafka. Après qu'il s'effondre, le capitaine de la première division, Narumi, met sa lame sur le cou de Kaka, mais le directeur lui-même l'arrête et ordonne au médecin de venir emporter le numéro 8 avant qu'il ne se vide de son sang. Une fois l'examen physique du directeur terminé, la commandante Mina est enfin appelée pour son commentaire officiel en tant que supérieur de Kaka, et il s'assure de mentionner son passé avec lui tout en lui faisant douloureusement comprendre qu'ils ont déjà pris leur décision.
Elle n'est là que pour faire un rapport sur ce qui s'est passé, ce qui signifie que son opinion en tant que femme n'a apparemment aucune valeur. Elle riposte sans hésitation en disant qu'elle se fiche qu'il voit d'un Kafka comme humain ou non, et rapporte calmement ses véritables contributions en tant qu'officier. Premièrement, elle souligne à quel point il était plus fragile que leur ego lors de leur première mission majeure, mais sa découverte d'organes reproducteurs s'est avérée être un énorme tournant. Pourtant, la plus grande preuve de son profond désir de protéger l'humanité fut la façon dont il a sacrifié son avenir et sa vie dans le combat contre le numéro 10, sauvant toute la 3e division d'une annihilation complète. Les vieux schnocks commencent à jacasser qu'il a triché en utilisant de sales pouvoirs de kaiju et arguent qu'un débutant comme lui ne pourrait pas en savoir autant, à moins d'être lui-même un sale kaiju. Surprise, Mina admet que son potentiel déchaîné est un zéro pointé comparé à leurs têtes chauves et glabres et qu'il n'a réussi que sous des conditions spéciales après avoir échoué à l'examen 12 fois. Mais sa seule détermination prouve sa valeur et il a continué jusqu'au bout, même après avoir fait une bêtise et s'être transformé en le monstre même qu'il avait juré d'effacer. Ayant entendu son opinion, le directeur Shinomiya lui dit de partir, et après qu'elle soit sortie, tous les jiggers se tournent vers lui et demandent le feu vert pour approuver l'exécution de Kikuru. Alors qu'il prononce doucement sa décision avec un regard de regret dans les yeux, Kaka se souvient du temps où il était impuissant et avait juré à Mina de se venger des kaiju, et maintenant il est trop tard alors qu'il a le pouvoir. Plus tard, il ouvre les yeux à l'hôpital et manque de mourir d'une crise cardiaque après avoir vu le père de Kakura à ses côtés, puis remercie le ciel de ne pas avoir à la rencontrer à ses funérailles. Remarquant sa confusion, le directeur explique qu'il serait mort à coup sûr s'il n'avait pas un noyau là où se trouvait son cœur, et ajoute que le conseil l'a officiellement déclaré kaiju. Il s'est opposé à l'utilisation de Kafka comme matériel d'arme et a reçu une tonne de réactions négatives quand il a convaincu les vieux schnocks que le garder sous contrôle est bien plus utile maintenant que la cour de défense fait face à sa plus forte menace jamais vue. Au final, Kafka déclare fièrement qu'il est toujours un officier et promet de prouver qu'il a sa place dans la force de défense. En voyant le message qu'il ne sera pas exécuté, Mina sourit réellement pour la première fois depuis toujours. La nouvelle se répand aussi rapidement dans toute la 3e division et tous célèbrent joyeusement que leur vieil homme préféré est toujours en vie et en pleine forme. Pendant ce temps, de retour à l'ancien lieu de travail de Kaka, ses anciens potes se font absolument botter le cul par un mystérieux gars nommé numéro 9 qui a récemment grimpé dans les classements. Il est révélé qu'il est le kaiju humanoïde qui pense avoir percé l'intelligence de l'humanité. Il mentionne ensuite nonchalamment qu'il a maintenant le plan complet du corps de défense et qu'ils sont enfin prêts à exécuter leur plan. À ce moment-là, une silhouette louche s'avance et déclare qu'il est temps pour les kaiju de reprendre le pouvoir de leur frère tombé. C'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.